La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Lecture de presse tout de suite avec le journal Les Nouvelles avec son grand titre Cour électorale spéciale, une requête pour disqualifier Eri Razomapian. Voilà, c'est le grand titre. Mise à la une donc, comme il a été signifié par le journal Les Nouvelles, en profondeur par rapport à cet article, eh bien, preuve à l'appui. Le candidat numéro 3 risque gros. Les faits qui lui sont reprochés concernant l'utilisation de biens publics, l'obligation d'agents de l'État ou d'autorités publiques à faire campagne, l'usage de prérogatives publiques, notamment durant une réunion électorale publique tenue dans l'après-midi du 19 octobre, la diffusion de spots de campagne en dehors de la période autorisée, ainsi que l'achat de vote. Voilà grosso modo donc le sujet de la requête. S'agissant de l'usage de biens publics, nous donne en détail ici le journal Les Nouvelles, les témoignages sont accablants. Des témoins ont assuré que des ordres ont été donnés pour que du matériel appartenant à la station audiovisuelle nationale de Thomasin soit utilisé afin de permettre une diffusion sur 3 chaînes de télévision de la capitale, une campagne du candidat numéro 3. Par ailleurs, enchaîne encore le journal, le 24 octobre à 19h15, son spot de campagne a été diffusé sur une chaîne privée de Thomasin. Il s'agit ici, nous précise le journal Les Nouvelles à travers cet article, d'une violation manifeste du code électoral. Toujours sur ce point, eh bien, un membre du Congrès de la Transition, CT, a été aperçu utilisant un véhicule immatriculé 6952 TAF, appartenant à l'Assemblée nationale, pour faire campagne en faveur de Eri Razomapian, et qu'à cet effet, eh bien, les 10 membres du CT a opposé des affiches de ce candidat sur ce véhicule. Toujours en énumération ici, il en est de même lors de la réunion publique tenue à Mbuvumbe, c'était le 22 octobre, eh bien, les bureaux administratifs et les écoles ont été fermés pour l'occasion, et les fonctionnaires ont été sommés de porter des t-shirts à l'effigie du dit candidat. Un vice-premier ministre a par la suite indiqué qu'il faut voter pour le numéro 3, et que ceux qui ne se soumettraient pas à cela seraient sanctionnés. En ce qui concerne les astreintes des autorités politiques à faire campagne, eh bien, le 25 octobre, soit le jour du vote donc, eh bien, à Maaluvuln, dans le district Maevatanan, le chef de Fonkutan a été pris en flagrant délit d'accompagnement des électeurs jusque dans l'isoloir pour leur dire pour qui voter et qu'en conséquence, ces derniers s'en sont plaints auprès des délégués. Et lors du décompte des voix, il s'est avéré que le nombre des votants était inférieur à celui des bulletins dans l'urne. Toujours en citation par rapport donc aux faits marquants, ici rapportés par le journal Les Nouvelles, le 16 octobre, le chef de Nana Ladrouf a réuni plusieurs personnes dans le village de Mahamb en déclarant qu'il est préférable de soutenir un candidat qui sera élu, le candidat d'État donc. 3 individus ayant été présents lors des faits sont prêts à témoigner. Un témoin domicilé à Maroua-Lakil, c'est-à-dire dans la commune de Manakar, assure avoir vu des achats de votes perpétrés par les partisans locaux du numéro 3. Et pour tous ces actes fondés et avérés, en contradiction donc au dispositif du code électoral, et ceux relatifs aux autorités politiques, eh bien, Sieur Rakut Andrian Razanamas a ainsi décidé de solliciter la CES afin de disqualifier le candidat Eri Razomapian. Et ici, dans sa conclusion, l'article du journal Les Nouvelles de nous rappeler que les dispositions de l'article 134 du Code électoral prévoient que la disqualification d'un candidat sur demande de tout intéressé peut être prononcée par la juridiction compétente si elle estime que les charges contre le candidat sont fondées. Eh bien donc, la balle est dans le camp de la CES. La Gazette de la Grande Île présidentielle, la révolte des déçus. Grand titre ici, fourni par le journal La Gazette de la Grande Île. Eh bien, ici on nous titre alors, en page 5 de ce journal, l'élection de toutes les frustrations. Cette élection aura été celle de toutes les injustices. Tout d'abord, nous énumère ici la Gazette de la Grande Île, les Malgaches ont attendu 4 longues années pour pouvoir élire leur chef de l'État. De plus, argumente encore le journal, de nombreux citoyens ont été déçus que les candidatures d'Andraduel, à Laura Valman, à Didier Ratir, auraient été rejetées. Par la suite, eh bien, la date du scrutin n'a pas été arrêtée par le peuple ou ses représentants, mais par des étrangers. Ce sont ces mêmes étrangers qui ont décidé que les listes électorales incomplètes du premier tour ne seraient pas remaniées. Le mécontentement des citoyens
des candidats à l'élection présidentielle et des partis politiques est accentuée par le fait qu'ils ont eu écho de nombreuses autres anomalies. Eh bien, ici, à la Gazette de la Grande Île, de nous citer à titre d'exemple, nombreux sont nos compatriotes qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur, et on déplore des bureaux de vote factices, des urnes illégales ont surgi de nulle part, des individus ont voté 2 fois, des croix ont été ajoutées sur des bulletins de vote validés afin de rendre nuls, des bulletins de vote d'électeurs qui ne s'étaient pas présentés ont été utilisés. Au bout du compte, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, eh bien, le peuple se sent humilié car on lui a volé cette élection dont il attendait beaucoup. Et de toutes ces frustrations accumulées ont des conséquences fâcheuses. La remise en cause du scrutin est dans l'air. Si la situation devient explosive, on pourrait aboutir à une annulation du premier tour ou un report du second tour pour permettre alors une refonte des listes électorales. Et pour calmer les esprits belliqueux, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, le très opportuniste FFKM, c'est-à-dire Conseil des Églises chrétiennes, reviendra prestement sur le devant de la scène. Au nom d'une réconciliation nationale introuvable, il en profitera pour remettre sur le tapis son idée fixe d'un sommet des 4 chefs de mouvance, pour la grande joie de ceux qui souhaitent prolonger indéfiniment la transition. Le journal La Vérité, bilan du scrutin du 25 octobre, la CFAFI décoche ses flèches. Premier tour de la présidentielle, résultat officiel le 23 novembre. 2 grands titres ici, fournis par le journal La Vérité en page 1. Le second titre est repris ici en page 2. Résultat officiel le 23 novembre. Eh bien hier, c'était en marge donc de la remise officielle du rapport préliminaire de la mission d'observation électorale conjointe de la diaspora africaine et de la société civile africaine à la Cour spéciale, électorale spéciale, la CES donc, le président de cette dernière, à savoir François Rakoudzaf, s'est exprimé sur leur méthode de travail qui permettra de sortir le résultat définitif du scrutin du 25 octobre, c'est-à-dire 15 jours après le résultat provisoire de la CENIT. C'est ce qu'impose d'ailleurs la loi, a-t-il souligné. Pourtant, tout comme la CENIT qui s'est fixé le pari de publier les résultats provisoires en 10 jours, la CES promet aussi de trancher sur tous les recours avant le résultat définitif, malgré que la loi ne l'impose pas. Eh bien, nous dit ici cet article du journal La Vérité, après un simple calcul, cette proclamation de la CES devrait donc intervenir le 23 novembre prochain. Et le résultat provisoire de la CENIT, en effet, est attendu le 8 novembre, donc c'est un peu plus des 10 jours promis. Une date qui est tout à fait tenable à l'allure actuelle du travail de la CENIT. Et jusqu'à hier soir, celle-ci a déjà confronté, selon son propre terme, les résultats de plus de 75% des bureaux de vote. Mais pour le traitement des recours, le président de la CES a assuré que cela fera l'objet de publications régulières sur les tableaux d'affichage de la CES et sur son site web. Et d'après toujours François Rakoudzaf, la Cour tranchera en toute équité, suivant une stricte interprétation de la loi, sans considération politique. Midi Madagascar, 12 requêtes à la CES, 6 candidats demandent l'annulation du premier tour du 25 octobre. Grand titre ici, fourni par le journal. Mais ici, en page 3, à Midi Madagascar de nous parler de la CFAFI, qui nous titre alors un article « L'élu n'est pas sûr de terminer son mandat ». Ainsi donc, avec des critiques pertinentes sans pour autant oublier d'avancer des propositions, il, c'est-à-dire CFAFI, a cité notamment le spectacle qui a été omniprésent et les artistes ont occupé les podiums, avec un tableau plutôt peu reluisant, telle semble bien être la manière dont nos candidats comprennent la fonction politique, se faire voir et se faire applaudir, discourir et promettre pour finalement ne rien faire, comptant sur la versatilité et l'inconstance des foules. Et pour financer ces jeux, l'argent a coulé flot. Cet observateur de la vie publique de se demander, alors nous partage ici Midi Madagascar, à combien de milliards d'ariards se sont montées les folles dépenses de la campagne électorale. Aucun candidat n'ayant les moyens personnels de financer ces dépenses et tous ayant refusé de dévoiler l'origine de leurs fonds. En tout état de cause, et même en l'absence d'une loi régissant le financement des élections, les candidats devraient rendre public, et donc transparent, l'origine et l'utilisation des fonds utilisés. Toujours de cet article de Midi Madagascar, le CFAFI de constate également que plus que jamais, la classe politique est en total décalage avec l'opinion publique. Dans ces conditions, la crise se prolongera et l'élu n'est pas sûr de terminer son mandat dans la sérénité. Autre constat également, ici soulevé, l'inutilité des cartes d'électeurs et de se demander si les responsables auront le courage d'en tirer les conclusions qui s'imposent en lançant pour l'avenir
Une opération carte d'identité biométrique plus fiable et sécurisée? Point d'interrogation. L'Express de Madagascar, Maintran, un villageois, prononce 3 peines de mort. C'est le grand titre ici, fourni. Et de la légende qui accompagne ce titre, un État dans l'État, c'est la réalité dans une localité de Maintran, dans la région de Melako. Le pacte villageois dénommé Foire a procédé à l'exécution de 3 personnes. Elles ont été accusées respectivement de viol, de vol de bœuf et d'avoir volé l'argent de son père. Voilà donc, en ce qui concerne ce sujet à peu près, à travers cette légende qui accompagne ce grand titre. Mais voyons son éditorial, l'éditorial de l'Express de Madagascar, en titre « Zéro et nul ». Question dès lors posée dès la première phrase de cet éditorial. Devinette. Combien vaut 0 à la puissance 19? Un collectif des nuls pour ceux qui ne sont pas très forts en géométrie politique. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les candidats qui n'ont pas pu passer la barre de 1% à l'élection présidentielle haussent le ton et affirment par-dessus le marché que le score des 2 premiers candidats de premier tour n'équivaut pas au taux d'abstention. Ils seront donc mal élus et n'ont aucune légitimité. En voilà un raisonnement dit par l'absurde à faire pâlir d'envie Cauchy Swartz. Un toupet ahurissant quand on sait que leur score, entre guillemets, collectif, arrive à peine au niveau de celui du candidat classé 3e. Ainsi, même avec un candidat unique à 19 têtes, il n'aurait pas disputé le second tour, mais il pousse le bouchon encore un peu trop loin en déposant une requête pour annuler le scrutin. Quand des nuls demandent une annulation, on se demande comment peut-on résoudre cette équation du premier degré à 19 inconnus. Râler est le propre des mauvais perdants. On perd toujours un match à cause d'un coup d'arbitrage. On peut tout dire sur les maladresses de la CENIT et la mauvaise organisation du scrutin, cela n'aurait aucune influence sur la performance de ces candidats dont le manque d'humilité dépasse l'entendement. Nous éclaire encore ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Certains d'entre eux savent très bien ce qu'ils ont dans le ventre pour avoir été crédités de 2,79% à la présidentielle de 96 ou de 0,00 à celle de 2006, où aucune contestation de la liste électorale n'avait été signalée, aucune remontrance sur le montant du fonds de campagne n'avait été attendue. Avec la crise, dont la plupart d'entre eux sont des acteurs directs, eh bien leur image s'est davantage détériorée, constate ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Leur score est parfaitement conforme à leur statut, à leur déchéance qu'ils ont du mal à réaliser. Et s'il suffit d'un décret pour une amnistie, il faut recourir au service d'Alzheimer pour effacer la mémoire de l'opinion. Et elle n'a qu'un jour pour le rappeler au souvenir de ceux qui croient que l'histoire est écrite à la peinture à l'eau. La circonspection conseille dans ce cas de rentrer dans les rangs, se faire petit et ne pas se vanter d'être le représentant du peuple d'Ambouzatou ou de la place du 13 mai, nous dit encore ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Les autres ont été pratiquement invisibles durant toute la campagne et font croire que tous ceux qui n'ont pas pu voter auraient pu les faire gagner. On aurait pu accorder un semblant de crédit à cette requête si elle était faite par des candidats respectables, mais comme ils ne sont même pas logiques avec eux-mêmes, eh bien, leur assertion peut être prise au même titre qu'un baliverne. Toujours de cet éditorial de l'Express de Madagascar titré « Zéro et nul », eh bien, la majorité de ces candidats perdants étaient soit ministres, soit membres du Parle et ment. Ils ont conçu, défendu, ont fait voter illico presto le code électoral, la loi électorale sans le moindre amendement. Mieux, ils ont réclamé l'éviction des 3 candidats bannis par la communauté internationale pour qu'on puisse passer à l'élection. Après leur déculotté, alors, se lance encore ici l'éditorialiste dans son éditorial, il claironne par-dessus le marché que l'élection se fait dans toutes les irrégularités et qu'il faut procéder à son annulation pure et simple, tout en avouant, pas sans rire, que c'est maintenant qu'ils réalisent qu'ils ont voté une loi bancale. Et dans sa conclusion, le message ici donné par l'éditorialiste du journal L'Express de Madagascar donne aussi à penser, en chiffres, tiens, pourquoi pas. Tout cela est loin d'être fortuit, monsieur. Tout cela est loin d'être fortuit, mon cher Jean-Louis. Si 57% des candidats demandent l'annulation du scrutin, on se demande comment la Suez peut fermer les yeux sur ce score gagnant dès le premier tour. C'est en tout cas la plus forte alliance, comme quoi on a toujours besoin du plus petit que soi. Nul n'est censé ignorer la loi du plus fort. Très bel éditorial de l'Express de Madagascar.
Madagascar Matin, les dessous des cartes des alliances, poste juteux remboursement des débours. C'est ici le grand titre donné de Madagascar Matin. Et la légende qui accompagne aussi nous parle ici des 0, car ici la légende nous dit les candidats malheureux qui affichent à leur compteur plus de 2% des suffrages n'ont pas nécessairement tout perdu. En rapport aux homologues du club des 0, qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, ils ont l'avantage de faire l'objet d'une cour entreprenante. Les candidats qui pensent avoir obtenu leur qualification rivalisent de charme pour faire des yeux doux aux perdants. Mais ici, la réflexion de l'éditorialiste de Madagascar Matin mérite aussi d'être partagée dans cette lecture de presse. Spectre d'une reprise de la crise. Et ici, l'éditorialiste nous l'expliquait. Les contestations affluent, alors que les résultats ne sont que partiels et ne sont pas encore définitifs. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une proclamation officielle, mais l'organe qui les publie a une stature officielle. Et la CENIT, en l'occurrence, représente quand même le symbole qui a le charge de garantir la crédibilité que l'on prête à ces élections. Les critiques les plus sobres émettent des doutes quant aux compétences de cet organe, et pour l'exprimer avec politesse, se contentent de dire que la CENIT patauge. Il n'est que justice de réclamer des résultats sincères. Les candidats ont raison de se formaliser contre des procédés qui prêtent à suspicion, sensibiliser le public pour maintenir une vigilance permanente contre d'éventuelles manipulations relève même d'un sens aigu des responsabilités civiques. Cependant, souligne ici l'éditorialiste de Madagascar Matin, même s'il ne faut pas attendre que le péril soit en la demeure pour adopter des mesures de précaution, on peut s'interroger sur l'opportunité de certaines opérations qui lancent l'alarme comme si elles sonnaient le glas. L'opinion a peut-être eu la faiblesse de faire foi prématurément à ces beaux discours qui ont présenté les élections organisées sous l'autorité d'un organe indépendant comme devant être une panacée. Et dans l'absolu, la formule pourrait représenter le must dans la réalité s'il ne agit ici que d'une première expérience qui, à l'épreuve, nécessite moult réglages. Et dès son arrivée en fonction, la CENIT a prêté le flanc à bien de réserves lorsqu'elle a manifesté une tendance à être plus bavarde que laboreuse. La moindre initiative lui donnait l'occasion d'attirer l'attention des médias. Et dans l'opinion, on commençait à chuchoter des conseils désobligeants, style « Travaille et tais-toi, on jugera sur pièce ». L'incident des listes électorales, enchaîne encore ici l'éditorialiste de Madagascar Matin, si grave qu'il soit, est clos. Le procédé dans la collecte des résultats recueille actuellement des objections et fait l'objet de contestations qui hypothèquent à l'avance la crédibilité que l'on devait y accorder. Une majorité de la population pourtant misée sur les élections comme porte de sortie de la crise. Les observateurs internationaux ont peut-être fait la preuve de zèle en médiatisant un peu tôt leurs conclusions sur une sorte de satisfecit flatteur. Les acteurs politiques locaux, il est vrai, de leur côté, traînent la mauvaise réputation de mauvais coucheurs, des perdants ignorants du fair play. Or, dans les élections, il existe fatalement des gagnants et des perdants. On ne peut pourtant charger de la sorte uniquement les acteurs politiques. L'organisation des élections a souvent été quelque chose dans l'éclatement des crises. L'organisation de la CENIT a-t-elle réussi à faire de la différence? C'est la question ici que nous pose l'éditorialiste de Madagascar Matin. Telle est la question. Plus on avance, plus le doute enfle, à tort sûrement, basé sur des raisons de nombreux détails peut-être. Une fois encore, eh bien, le diable se cache dans les détails. Et enfin, on achève notre lecture de presse avec Courrier de Madagascar, 2 titres mis à la une. Candidat Sulmbavambaok, Fitiavambulas Funata Futseni, Unsefafi. Requête auprès de la CES pour la disqualification de Herzor Mapian. Voilà les 2 grands titres fournis par le journal. Eh bien, mis à part notre histoire d'élection, eh bien justement, ici à Courrier de Madagascar, de nous parler d'autre chose, des enseignants FRAM. Un sit-in devant le ministère de l'Éducation nationale, nous titre-t-on en page 2. Le ministère de l'Éducation nationale a déclaré, c'était la semaine dernière, nous rappelle ici Courrier de Madagascar, c'était lors d'un atelier organisé à Antananarivo, que 75% des enseignants FRAM n'effectuent pas correctement leur travail. Et ces derniers ont donc riposté en effectuant hier un sit-in devant le ministère de l'Éducation nationale en Pifilou pour manifester leur mécontentement. Il n'existe pas de maître FRAM fantôme. Le ministère fait cela pour nous évincer des éventuels recrutements. Voilà ce qu'ils ont clamé. Donc les maîtres FRAM. Ces derniers soutiennent ainsi que tous les enseignants FRAM effectuent normalement leur travail. Ils ont également profité de l'occasion pour réclamer le paiement des subventions en retard, notamment celles des mois de juillet et août. Le paiement de ces subventions sont toujours en retard. Pourtant, le ministère devrait comprendre que certains maîtres FRAM dépendent de ces subventions pour vivre, étant donné l'insuffisance du salaire mensuel qu'ils perçoivent chaque mois de la part des parents d'élèves. Quoi qu'il en soit, nous dit cet article du journal Courrier de Madagascar, si la grève de ces enseignants FRAM se poursuit,
Elle aura sans doute des répercussions sur les élèves qui viennent de rejoindre les bancs de l'école pour cette nouvelle année scolaire. Ainsi, des éclaircissements sur cette affaire devraient être apportés par le ministère pour préserver la continuité de l'enseignement.